revenons au texte de Jabotinsky, La muraille de fer, il y a un siècle exactement. En l'état actuel des mentalités, en l'état actuel de ce qu'est anthropologiquement le monde arabo-musulman, il n'y a hélas pas d'autre solution qu'être fort d'un côté de la frontière et de se séparer d'une population avec laquelle on ne peut pas vivre parce qu'elle ne veut pas vivre avec vous. Ça est le point central. Jabotinsky avait hélas raison il y a un siècle. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Georges Bensoussan. Georges, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien et vous allez donner une conférence ce soir au Centre Begin sur le conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, hein, c'est le terme exact, passé, présent et avenir. Et on va pas défricher toute la conférence, bien entendu, mais on va essayer de revoir certains points importants sur le plan historique. Et la première question que je voudrais vous poser, elle est très générale, c'est est-ce qu'à votre avis ce qui s'est passé le 7 octobre a retardé ou d'une certaine manière accéléré un règlement possible du conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien? Je crois que paradoxalement, il l'a accéléré parce que ce qui s'est passé le 7 octobre a remis au centre du conflit non pas les questions périphériques, celles qui tournent, ce qui touche aux implantations à Jérusalem, aux réfugiés, à la Nakba et tout le reste, mais au refus absolu, radical, inentamé depuis un siècle, de la partie arabe d'accepter une souveraineté juive sur une partie de cette terre. Ça, c'est le centre du conflit. Ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, c'était la démonstration de ce refus viscéral. Donc maintenant qu'on est face à cette question centrale, les cartes sont rebattues d'une certaine façon et les enjeux sont beaucoup plus clairs. C'est-à-dire que oui ou non, peut-on aller vers une solution de coexistence à la condition que la partie arabe accepte le principe d'une souveraineté juive sur une partie de cette terre, une souveraineté juive étatique, nationale, complète. Alors, ça, c'est le du problème. Donc, d'une certaine façon, le 7 octobre a eu le mérite de remettre cette question au centre. Alors, la question, on la pose par rapport à l'objectif l'un des objectifs majeurs de la guerre, donc à savoir éradiquer le Hamas. Est-ce que, à supposer que l'on arrive à éradiquer le Hamas, que l'on arrive à neutraliser cette idéologie, est-ce que finalement, et les sondages le montrent, on voit même Mahmoud Abbas qui n'a jamais, jusqu'à ce jour, qui a refusé de condamner ce qui s'est passé le 7 octobre, est-ce que finalement, on peut envisager un règlement quelconque avec une partie du peuple palestinien, celui qui est peut-être pas encore sous l'emprise de l'islamisme, tel que sont les frères musulmans, le Hamas et même le djihad islamique. Est-ce que c'est envisageable, c'est réaliste? Deux choses. La première, c'est que on fait toujours la paix, un jour ou l'autre, j'espère, avec ses ennemis, pas avec ses amis. Donc il ne faut pas attendre des ennemis qu'ils se rangent sur nos positions. Et la deuxième chose, c'est que bien malin celui qui pourrait dire aujourd'hui ce que pensent les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, de l'avenir et en particulier du Hamas. On n'en sait strictement rien. Ce qu'on sait, c'est que le soir du 7 octobre, il y a eu des manifestations de réjouissance dans les rues de Gaza et dans les rues de Cisjordanie. C'est vrai, ça c'est indéniable. Et on sait que les sondages le disent, qu'il y a une très nette majorité de Palestiniens de Cisjordanie qui saluent le Hamas. Pour eux, c'est une grande victoire, ce qui s'est passé le 7 octobre. Parce que pour eux, face à l'autorité palestinienne qu'ils considèrent comme corrompue et impotente, le Hamas, c'est ceux qui ont fait quelque chose contre l'occupant israélien. Donc, ils ne peuvent qu'être reconnaissants vis-à-vis du Hamas. En revanche, si on posait la même question aux gens de Gaza qui, depuis 2007, vivent sous la tyrannie du Hamas, c'est-à-dire depuis 16 ans maintenant, c'est ça exactement 16 ans, je ne suis pas sûr qu'on ait le même résultat. Donc, ce à quoi on applaudit les gens en Cisjordanie, c'est entre guillemets, l'exploit violent du Hamas du 7 octobre, mais pas au régime qu'il voudrait mettre en place. Donc on ne peut pas savoir aujourd'hui, en dehors du fait qu'il y a ces sondages en Cisjordanie qui sont indéniables, bien sûr, on ne peut pas savoir réellement ce que souhaiterait la partie palestinienne. C'est ça le drame d'ailleurs. Mais oui, parce que vous disiez d'élections libres. Oui, parce que vous disiez qu'on ne fait la paix qu'avec ses ennemis, c'est vrai, mais on ne fait la paix qu'avec des ennemis qui sont prêts à faire la paix. S'ils ne sont pas prêts à faire la paix, il faut continuer à faire la guerre. Bien sûr, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent
Et quand il s'agit de faire la paix avec ses ennemis, à la condition qu'ils veuillent réellement le principe de deux États. Mais je n'en suis plus certain du tout. Pourquoi? Parce que quand on regarde le conflit sur la longue durée depuis 1920, depuis un siècle, la solution à deux États, qui est toujours prônée aujourd'hui par l'Occident, elle a été refusée trois fois, quatre fois même, par la partie palestinienne. C'est-à-dire en 1937, le plan Peel, Mhm. en 1939, le livre blanc, en 1947, la décision de l'ONU, et en 2000, avec les propositions de Barak et Camp David. Je ne parle pas des accords d'Oslo. Mhm. À quatre reprises, les Palestiniens auraient pu dire oui à un État palestinien, ils ont dit non, et dans le dernier cas, ils sont reculés au dernier moment. Ça pose la question de ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que en disant oui à un État palestinien, ils disent oui à un État israélien. Et tout ce qui bloque chez eux, c'est le oui à l'État israélien. C'est la Tant qu'on ne reconnaissance va que pas cette terre, dépasser ce verrou-là, alors la paix ne sera pas possible. c'est la reconnaissance que cette terre appartient à une entité juive et pas, elle n'est pas à l'islam. C'est cela. Et ça, c'est Oui, incontournable. Même, il semble que même les laïcs qui restent encore dans l'autorité palestinienne ou dans le Fatah, eh bien, sont endoctrinés à ce propos. Ils ont toujours refusé de reconnaître le caractère juif d'un État d'Israël. absolument. C'est là où le bas blesse, c'est le point nodal, c'est le point crucial du conflit. Et quand vous dites les laïcs du camp palestinien, moi je doute que ça existe. La laïcité est une notion occidentale et même française en Mhm. particulier. Il n'y a pas de notion de laïcité en islam. Même ceux-là, ceux qui se disent entre guillemets laïcs, c'est-à-dire qui ont une vision plus nationaliste que islamiste du conflit, continuent à considérer que les juifs, puisqu'ils ne parlent jamais d'Israéliens, ils parlent de Yahoud, que les juifs sont des intrus sur cette terre qu'ils leur ont volé, qu'ils n'ont aucune légitimité. Tant que ce verrou-là anthropologique, la question de la souveraineté juive sur une partie de cette terre n'est pas reconnue, on n'avancera pas dans le conflit. C'est ça le problème. Donc, encore une fois, le mérite du 7 octobre, c'est d'essayer de dire, de faire comprendre au monde entier, voilà où est la base du conflit. Elle n'est pas dans ce que vous croyez, vous, à savoir les colonies, les frontières, Jérusalem, les réfugiés. Tout ça, ce sont de réels problèmes. Ce sont des problèmes qui auraient pu être réglés si le verrou de départ, c'est-à-dire oui ou non acceptez-vous une présence souveraine juive sur cette terre, si ce verrou-là avait été dépassé. Alors, comment vous expliquez, par exemple, le positionnement des Américains qui, très rapidement, ont avancé comme solution de l'après-guerre la solution à deux États? La même chose pour les même chose pour une partie des Européens, comme Macron. C'est-à-dire, on a l'impression que il n'y a pas eu de déclic, c'est-à-dire que ce qui s'est passé le 7 octobre, les atrocités commises par le Hamas, ces films que l'on a visionnés, eh bien, ça n'a pas entamé les paradigmes anciens. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à distinguer. Les atrocités n'empêcheront pas un accord demain. Entre la France et l'Allemagne, entre d'autres belligérants, il y a eu de terribles atrocités dans le passé. Terribles. Et au bout du compte, il y a quand même eu un accord au lendemain. C'est ce que je disais tout à l'heure. On fait la paix avec ses ennemis, pas avec ses amis. Bon, mais en revanche, sur les paradigmes qui ne sont jamais entamés, c'est parce que, d'une part, pendant très longtemps, on a pensé que la solution à deux États était la seule solution, et c'est effectivement la solution apparemment la plus évidente. Mais peut-être qu'elle n'est pas forcément la plus réaliste. Parce que pour faire une paix à deux États, il faut être deux. Et justement, en face, il y a ce fameux blocage anthropologique, ce blocage qui est lié incontestablement à l'islam, qui empêche d'accepter la souveraineté juive, au moins sur une partie de la terre. Et ça, les Occidentaux ont beaucoup de mal à l'appréhender, comme d'ailleurs en règle générale, les Occidentaux ont beaucoup de mal à appréhender la menace de l'islamisme Eh oui. parce qu'ils ne connaissent pas ni le monde arabe, ni le monde musulman. Mais ils ne Ils ont connaissent pas du mal à aujourd'hui, c'est-à-dire entrer dans le logiciel intellectuel. lorsqu'ils voient le Hamas commettre de tels actes à une échelle sans précédent, bien, ça ne n'éclaire pas une sonnette, ça ne fait pas tirer une sonnette d'alarme chez eux. C'est-à-dire, il n'y a pas un sentiment. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec Samuel Paty en France, c'est un millième ce qui s'est passé le 7 octobre pour Israël. Oui, ils sont profondément révulsés par ce qui s'est passé, mais il n'empêche, ils sont profondément révulsés et comment dire, ce rejet violent de l'hyper-violence, de l'hyper-sadisme, de l'hyper-cruauté du Hamas les conduit à maintenir que la solution à deux États est la seule solution. Il y a un point sur lequel ils ont tout à fait raison. C'est celui sur lequel il faut séparer les deux peuples.
Ça, c'est un point qui a été établi par le rapport Peel des Anglais en 1937. Et aujourd'hui, 90 ans après le rapport Peel, on est obligé de conclure comme les Anglais. Il faut absolument séparer les deux peuples. Et séparer les Allez, deux peuples, je vous pose la question à vous, c'est quelque chose qui vous semble réaliste? Et d'abord, réaliste concrètement aujourd'hui sur le terrain, ça semble très peu évident. Mais est-ce que en séparant les deux peuples, c'est-à-dire en traçant une frontière entre le peuple palestinien, si on peut l'appeler comme ça, et le peuple israélien, on va régler le problème? je n'ai pas dit ça, je dis simplement que les conditions aujourd'hui de haine entre les deux peuples sont telles, de rancœur, de ressentiment, de violence, en particulier du côté palestinien. On imagine ce déferlement de cruauté du 7 octobre montre ce qu'il y a dans les psychismes de cette foule-là. Qu'est-ce Oui. qui se passe dans les têtes de ces gens-là pour arriver à ce type d'actes aussi violents, aussi monstrueux? Donc, dans ces conditions-là, il n'y a pas de coexistence possible, il n'y a pas de cohabitation possible. Il faut le divorce, il faut se séparer. On le- Le divorce, par exemple, parce même attends, historiquement. je termine là-dessus, Oui. Daniel. C'est important. Parce que si vous ne séparez pas les deux peuples, vous allez vers l'État unique qui va englober la Cisjordanie, bien évidemment. Et aujourd'hui, on le sait simplement, entre la mer et le Jourdain, aujourd'hui, il y a 15 millions d'habitants en comptant Gaza, la Cisjordanie et Israël. Bon, 15 millions. Sur ces 15 millions d'habitants, 47% sont juifs. 47%, moins d'un sur deux. Demain, ça sera beaucoup moins. Dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera beaucoup moins. Donc, si on veut demain la dissolution de l'État juif dans une entité, dans une vague entité qui serait un État unique, eh bien, c'est le chemin qu'on prend si on n'accepte pas l'idée de séparer les deux peuples. Lorsque vous parlez de séparer les deux peuples, je voudrais rappeler que, par exemple, les villages et les kibbutzim qui ont été touchés le 7 octobre, eh bien, ils étaient séparés de la bande de Gaza. La bande de Gaza n'était pas, vous le savez, occupée par Israël. Israël s'était retiré à deux reprises de la bande de Gaza. C'était des militants pacifistes, des militants de la gauche qui venaient aider au maximum, dans la mesure du possible, des enfants palestiniens à aller se faire soigner à l'intérieur dans les hôpitaux israéliens. Et finalement, cela n'a pas empêché cette haine de s'exprimer contre eux. C'est-à-dire en sachant que même apparemment, c'est-à-dire les gens qui travaillaient chez eux, des Palestiniens de Gaza qui travaillaient dans ces kibbutzim, ont donné des informations pour permettre ces atrocités. Comment faire avec cela? Vous avez raison, vous avez raison. Et justement, ça plaide précisément pour le divorce. Parce que dès lors qu'ils ont attaqué Nir Oz, Nahal Oz, Kfar Aza, Be'eri, etc., qui sont des kibbutzim de gauche, qui ont milité pour les deux États, qui ont milité pour les Palestiniens, qui ont aidé, vous avez tout ce que vous venez de dire est parfaitement juste, pour aider ces Palestiniens à vivre mieux et même à les faire soigner gratuitement en Israël, et qui se soient même attaqués à ces gens-là, ça signifie qu'en réalité, ils en veulent à tous les Israéliens. Peu importe qu'ils soient de droite ou de gauche, Et pacifistes pas à tous les juifs, pas à tous les juifs, c'est pas et de donc, attendez, laissez-moi finir. Et donc à tous les juifs. Et par conséquent, à ce niveau de haine-là, où aucune avancée de négociation diplomatique ou de l'autre, tout simplement, aucune ouverture à l'autre palestinien n'a eu d'impact sur eux, il est évident qu'on ne peut pas vivre ensemble. Dès lors qu'on ne peut pas vivre ensemble, il faut se séparer. Eh bien, on était Alors, séparés, la là, la Georges. barrière de Gaza. Mais On le était monde sait séparés, aujourd'hui. la barrière de Gaza, elle était séparée. Il y avait un mur souterrain de 60 mètres et une barrière qu'on pensait infranchissable sur Terre. Et finalement, ça n'a pas empêché. Est-ce que vous croyez, vous Oui. pouvez imaginer une frontière aujourd'hui entre un État palestinien et un État israélien, et des Israéliens, des kibbutzim, de Niroz, de Be'eri, etc., accepter de revenir? Eux-mêmes disent qu'ils ne reviendront dans leur kibbutzim que lorsque la bande de Gaza sera rasée. Vous avez raison, je ne sais pas s'ils disent la bande de Gaza. Est-ce que ce serait un objectif réaliste? Est-ce que oui ou non, demain, vous pouvez vous débarrasser de 2,5 millions de Palestiniens de Gaza? Première question. Ça, c'est historiquement, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce qu'il n'y a pas une... Attendez. La fameuse barrière du 7 octobre, on sait qu'elle était inefficace. On sait qu'un grand nombre de réserves de défense étaient déplacées en Cisjordanie. On sait que l'unité 8200 ne travaillait pas ce jour-là. On sait que les avis des observatrices avaient été donnés plusieurs mois auparavant, ça n'a pas été écouté. Donc il y a mille comment dire, incompétences qui ont été commises, qui expliquent la catastrophe du 7 octobre, exactement comme il y a 50 ans avec la guerre du Kippour. La fameuse commission, je crois, à Granote, sur le Merdal de la guerre du Kippour, on peut aussi le faire sur le 7 octobre. Donc la barrière du 7 octobre a coûté très cher, oui, mais elle n'était pas en état de fonctionner ce matin-là. La question est là aussi.
Alors je voudrais, sur le plan historique, revenir sur un point important. On en a parlé il y a quelques semaines. C'est le 4 novembre, c'était le centenaire de la publication d'un article, ou en fait d'une brochure de Zev Jabotinsky sur le fameux mur de fer, hein, la muraille de fer de Jabotinsky, qui disait que finalement la seule solution, déjà à l'époque, hein, en 1923, il disait que la seule solution pour qu'il y ait une présence juive sur une terre musulmane, eh bien, c'est que les musulmans, les Arabes, eh bien, comprennent qu'il sera impossible de vaincre Israël. Et donc, il faut une sorte de force de dissuasion absolue qui empêcherait tout Israélien, tout Palestinien ou tout Arabe de s'attaquer à Israël. Or là, finalement, cette force de dissuasion, si elle a existé, aujourd'hui, elle a été un petit peu battue en brèche. Elle a été battue en brèche, mais on ne peut pas considérer non plus que le 7 octobre résume tout l'état des forces de défense israéliennes. Disons que le 7 octobre a été un accident, un peu comme la surprise de la guerre du Kippour. Et de cet accident, je pense que l'État d'Israël se réveillera demain. Mais revenons au texte de Jabotinsky, La muraille de fer, il y a un siècle exactement. En l'état actuel des mentalités, en l'état actuel de ce qu'est anthropologiquement le monde arabo-musulman, il n'y a hélas pas d'autre solution qu'être fort d'un côté de la frontière et de se séparer d'une population avec laquelle on ne peut pas vivre parce qu'elle ne veut pas vivre avec vous. Ça est le point central. Jabotinsky avait hélas raison il y a un siècle. Mais ce que vous me dites à la fin de notre conversation contredit un peu ce que vous m'avez dit au début, c'est-à-dire qu'on ne fait la paix qu'avec ses ennemis, mais on fait la paix s'ils sont prêts à faire la paix. Or là, voilà, la solution de séparation, c'est pas une solution de paix, c'est une solution de résignation. Non, c'est une solution temporaire. Tant qu'ils ne sont pas prêts à faire la paix, tant qu'ils n'auront pas effectué cette fameuse révolution anthropologique qui consiste à accepter la présence juive souveraine sur cette terre-là, alors vous n'avez pas d'autre choix qu'une paix armée face à un adversaire qui veut vous détruire. Pour l'instant. Mais encore une fois, les choses sont mouvantes en histoire. Rien n'est joué pour l'éternité. Pour l'instant, c'est la situation donnée. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça ne veut pas dire que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on sera encore dans cette situation-là. Les choses bougent, les choses évoluent. Regardez par exemple, qui aurait pu prévoir les accords d'Abraham il y a 50 ans ? Qui aurait pu prévoir que malgré tout, malgré le 7 octobre, on va vers un élargissement des accords d'Abraham avec l'Arabie Saoudite ? Et oui, mais ça, bon, on va laisser un peu pour ceux qui ont l'intention de venir ce soir participer assister à votre conférence. On va laisser quelques questions à poser, mais bien entendu, merci beaucoup Georges Bensoussan d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle donc cette conférence que vous allez donner ce soir au Centre Begin à Jérusalem. Donc l'histoire du conflit, le conflit israélo-arabe, passé, présent et à venir, avec l'animation, les questions qui seront posées par notre ami Yoël Haddad du Centre Begin. Merci beaucoup Georges d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin et bonne journée. Shalom, shalom.